Je vais partager mon écran. Voilà, ça commence à enregistrer. Je vais partager mon écran. Alors, la fenêtre. Hop. Voilà, donc je pense que ça doit être bon. Vous devez voir maintenant donc la fenêtre de code avec donc un sketch vierge pour l'instant. Donc vous pouvez reprendre, hein, vous pouvez suivre donc enfin en tout cas partir sur un nouveau sketch. Donc aujourd'hui les transformations, donc voir comment on va pouvoir changer le repère de dessin qui est par défaut en haut à gauche du canvas avec l'axe des X donc hein, qui pointe vers la droite et l'axe des Y qui pointe vers le bas. On va voir donc comment changer ce repère pour dessiner des choses dans des repères pivotés. Donc on va en profiter notamment, vous allez voir, pour faire des effets comme ça de spirographe, c'est-à-dire prendre une figure comme ça géométrique et la faire pivoter et aussi la faire se déplacer sur un axe. Donc ça va donner comme ça des effets assez esthétiques, géométriques. Et puis peut-être je vous montrerai aussi comment on va pouvoir sauvegarder des gifs animés. Je pense que ça peut être pas mal aussi maintenant que je vous montre ça. Donc ça prend quelques lignes en fait dans Processing en important une librairie. Donc on effectuera ce processus-là et je vous montrerai comment on peut voilà, passer donc de notre sketch à un GIF animé en passant des paramètres. Donc ça va être une fonction qui existe dans une librairie externe qu'il va falloir importer et qu'on va utiliser après dans notre sketch. OK ? Bon, ben, on va y aller. Et peut-être la première chose qu'on va faire, ça va être, ben, je vais vous présenter en fait tout simplement les fonctions de transformation qui sont au nombre de 3 dans le plan, donc en 2 dimensions. Elles sont un peu plus nombreuses enfin, elles sont un peu plus nombreuses. Donc, il y a 3 types, on va dire, de fonctionnalités. Il y a la fonctionnalité de déplacement. Donc, on va déplacer l'origine du repère donc sur le canvas, donc ce qui peut se faire en 2D ou en 3D. On va avoir la mise à l'échelle. Donc, mise à l'échelle, ça va être dilater comme ça les formes géométriques sur l'axe des X ou l'axe des Y. Donc, ça, on va l'utiliser aussi. On va s'en servir. Et la dernière transformation, c'est la transformation rotate, donc une rotation qui permet de faire pivoter d'un certain angle le repère de dessin, donc aux bordures de l'écran. Donc là, je présenterai aussi cette notion qu'on n'a pas trop vue pour l'instant, même pas du tout, qui est la notion d'angle, donc qui s'exprimera dans deux unités différentes. Donc on choisira, nous, l'unité des degrés. On peut soit travailler en radians, soit travailler en degrés, et ce sera plus naturel, plus facile pour nous de travailler en degrés. D'accord ? Donc, première opération qu'on va faire, c'est qu'on va, alors je vais reprendre ici mon canvas de dessin. On va faire une fonction de dessin. Enfin, on va déplacer le repère. Donc, je vous rappelle que ici, dans le canvas, donc on est positionné comme ça à peu près. Et je vais prendre une couleur comme ça. Donc, on a l'origine du repère qui est ici, en 0. Donc, toujours en haut à gauche de notre canvas. Et donc, on a un axe des X qui est comme ça et un axe des Y qui est comme ça. D'accord ? Et puis, ben, on a vu que toutes les fonctions graphiques qu'on a utilisées pour l'instant, line, point, circle, ellipse, etc., rect, eh bien, s'exprimaient dans ce repère de dessin. C'est-à-dire qu'on passait très souvent une position. Donc pour les lignes, on passait deux points, donc première extrémité et seconde extrémité. Pour les rectangles, on allait passer le coin, la position du coin et ses dimensions, largeur, hauteur. Pour les cercles, les coordonnées du centre et sa dimension, son diamètre. Et donc tout ça, ça s'exprimait dans ce repère. Eh bien, ce repère, on va avoir la possibilité donc de le déplacer à volonté. C'est-à-dire qu'on va prendre ici l'origine du repère et on va le déplacer ici ailleurs.
Donc ça, on va s'en servir notamment. Alors, on va faire un exemple qui déplace le repère de dessin au centre de l'écran. Et donc, ça, c'est une fonction qui s'appelle Translate dans Processing. Elle va prendre deux paramètres. Le premier paramètre, ça va être de combien on va déplacer cette origine sur l'axe des X. Donc, par exemple, là, ici, si on est sur du 400, ben, on va le déplacer de 200. Et de combien on va le déplacer, donc deuxième paramètre, sur l'axe des Y. D'accord? Donc, Translate, c'est une fonction qui ne dessine rien, mais qui simplement déplace ici le repère, donc l'origine de notre repère. Donc, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps. Très, très simple. Donc, je reviens dans l'éditeur de code. Alors, on va peut-être se mettre en 500. Oui, 500, 500, on sera peut-être plus à l'aise. Et ici, bien, on va procéder. Donc, on dessine le background et je vais utiliser la première fonction de transformation qui s'appelle donc translate. Déplace le repère. Donc, déplacer le repère, une quantité en x, bon, on va dire qu'on va utiliser donc, la variable width divisé par 2. Donc, width, hein, c'est une variable qui est déclarée automatiquement par processing et qui contient ou qui est associée à la valeur donc, de la largeur que vous passez au canvas ici. Donc, width divisé par 2, ben, ça correspond à 500 divisé par 2. Et ici, on va avoir donc 8 divisé par 2. D'accord? Donc là, notre repère, il est plus du tout en haut à gauche de notre canvas, mais il est bien au centre de l'écran. Donc ici, ben, on va dessiner une ellipse. Allez, on va dessiner une ellipse qui va être, alors regardez bien ici, c'est là où ça change. Donc avant, on passait les coordonnées directement, enfin, ça ne va pas changer. Mais ici, si je veux dessiner maintenant une ellipse qui est au centre de l'écran avec ce translate ici, et bien maintenant, donc le 0, 0 correspond, entre guillemets, au centre de l'écran. D'accord? Donc ellipse, une fonction qui prend 4 paramètres. Donc le troisième, ça va être la largeur. Allez, je ne sais pas, on va lui passer 100. Et le quatrième, ça va être la hauteur, 50. Voilà. Donc si je fais tourner mon script, ben, vous voyez que le 0, donc 0, c'est bien déplacé au centre de l'écran. D'accord? Donc ça, c'est par le biais de la fonction translate. Donc là, tiens, je vais peut-être augmenter les dimensions, passer en 200 par 100 pour avoir quelque chose de voilà, peut-être plus visible. Allez, même, on va passer en 300. OK. D'accord? Donc ça, c'est la fonction translate. Alors pareil, on peut essayer quelque chose qu'on avait déjà fait, c'est-à-dire avoir un motif finalement qui suit la position de la souris. Ben ça, en fait, on faisait directement ici, on positionnait mouse X et mouse Y. Là, on a un autre moyen de le faire, qui va être donc d'écrire, par exemple, translate mouse X, mouse Y. Donc ça, on a le droit de le faire. Et ça, qu'est-ce que ça dit? Ben, ça dit qu'on déplace donc l'origine de notre repère à la position actuelle de la souris. D'accord? Donc simple ça. Voilà, donc ce qui permet par exemple là, ici, en fait, de factoriser un peu si on veut dessiner des motifs qui suivent la position de la souris. Si on l'avait fait sans connaître cette fonction, eh bien, on aurait empilé les appels de dessin qui aurait pris en X et Y une expression de type mouse X plus éventuellement quelque chose et mouse Y plus quelque chose. Et là, le fait de faire un translate va déplacer voilà, tout notre repère de dessin et toutes les fonctions suivantes de dessin vont se dessiner par rapport à ce repère. D'accord? Donc, on verra tout à l'heure comment on peut annuler ces transformations. C'est-à-dire là, bon, très bien, j'ai dessiné un mouse X, un mouse Y, mais si je veux revenir à mon repère en haut à gauche du canvas, comment je fais? Donc la manière naïve serait de dire, bah, j'annule ma transformation en faisant une transformation un petit peu inverse, c'est-à-dire en me déplaçant de moins la quantité, moins mouse X ou moins mouse Y. Donc ça pourrait marcher. Mais vous verrez que, eh bien, tout à l'heure, là, dans quelques instants, on va complexifier un petit peu les transformations et il y aura une manière un peu plus élégante de dire, ben voilà, là, toutes ces transformations que j'ai faites, je veux les annuler. Reviens comme c'était avant et voilà, remets à zéro un petit peu, entre guillemets, mon repère. OK?
Bon, là, on va rester sur Translate. Allez, sur Translate, width divisé par 2, height divisé par 2. On va se placer, on va se placer au centre de l'écran. OK. Donc ça, c'est la première fonction qu'on utilise. Alors, je vais vous montrer la fonction mise à l'échelle aussi, qui s'appelle scale. Donc, vous allez voir. Alors, scale, elle est très très simple. Elle va multiplier en réalité les dimensions, ou en tout cas comment dire, oui, si, les dimensions, les coordonnées et puis les dimensions, par le nombre que vous allez passer. C'est-à-dire, donc je vous montre, on va l'écrire. La fonction scale, ici, donc va prendre deux paramètres. Alors, je pense qu'elle peut s'écrire d'ailleurs avec un seul paramètre. Donc, on va essayer avec un seul paramètre, on va voir si ça fonctionne. Et donc, le paramètre, en fait, ça va multiplier toutes les dimensions, que ce soit les positions ou la largeur et la hauteur des motifs. Ça va les multiplier par ce nombre. D'accord? Donc, ça peut servir aussi. Ça peut être assez pratique d'avoir voilà, cette fonctionnalité. Donc, là, par exemple, si je fais un scale de 0,5, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il va multiplier donc, la position ici, x et y, donc 0 par 0,5, et il va multiplier ici la dimension, donc largeur-hauteur, par 0,5. D'accord? Donc, on va tester ça. Et vous voyez là que mon ellipse, en fait, elle a diminué de moitié en termes de taille. Donc là, pareil, on peut essayer 2,0. Donc là, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va multiplier par 2 la taille de mon ellipse. Donc ça va être largeur 600 et hauteur 200, donc elle devrait voilà, dépasse de l'écran. D'accord? Donc ça, c'est la fonction mise à l'échelle qui va nous permettre donc de jouer comme ça sur les dimensions des objets. D'accord? Donc ça, c'est pas mal. Bon, c'est pas une fonction dont on se sert forcément beaucoup, parce que parfois, ce qu'on peut faire aussi, c'est avoir ici un facteur multiplicateur, d'accord, qu'on utilise bien directement dans les expressions de dimension. Donc ça peut être une fonction, mais bon, voilà. En tout cas, elle a le mérite d'exister, cette fonction. Voilà, donc je vais la laisser. Alors, je vais peut-être la laisser à une dimension, tiens, on va faire, allez, 0,15. Voilà, donc 3 quarts. Et donc ici, voilà, donc on prend 3 quarts de 300, et puis ici, 3 quarts de 100, ça fait 75. OK? Donc, on va passer maintenant à la rotation. Donc, rotation, ça va être de faire pivoter notre repère. Alors, je vais peut-être, tiens, ça arrive, Chloé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être dessiner le repère. Voilà, que vous ayez comme ça voilà, comment dire, qu'on ait une visualisation en fait de ce repère-là. Donc, on va le dessiner, ce repère, et on va le dessiner à l'aide de simplement deux lignes. D'accord? Donc, comme ça va, voilà, bien fixer les idées. Donc, on va le dessiner, le repère ici. Alors, avant de toute chose, je vais ici. Alors, où est-ce qu'on va le dessiner? On va le dessiner ici. Et on va dessiner ici, voilà. Donc, on va faire une première ligne qui va nous dessiner l'axe des X. Alors, on va, tiens, dessin de l'axe des X, dessin de l'axe des Y. Donc là, on va vraiment symboliser notre repère par un dessin. Donc la première ligne, ben, elle va partir de 0, 0. Hein. Donc là, ce que je vais dessiner, c'est vraiment ici cette ligne-là, donc sans la flèche, et on va dessiner cette ligne-là. On se permettra même le luxe de dessiner le petit O de origine. OK. OK. Donc la première ligne, ben, d'où elle part? Elle part du point 0, 0, donc de l'origine du repère. Et donc on va la dessiner d'une longueur de, je sais pas, de 20 pixels. 20 pixels. Qu'est-ce que je fais? Je pars du premier point 0, 0 et je vais jusqu'au point donc 20,0. Donc je me déplace simplement pas en Y, mais sur l'axe des X. Donc ça, on va le dessiner. On va la dessiner. Alors la convention en général pour le repère, c'est de dessiner l'axe des X en rouge, l'axe des Y en vert. Donc on suit
la convention RVB, et si jamais on avait un axe des Z, on le dessinerait en bleu, d'accord? Donc là, on va le dessiner en rouge en faisant donc stroke 255, 255. Je relance ça. Oui, donc c'est un petit peu stupide vu que je dessine l'ellipse par-dessus, donc je vais pas voir mon repère. Donc ce repère-là, on va le dessiner bien après l'ellipse. Tiens, on va le dessiner après l'ellipse. Ce sera plus logique. On va le dessiner à la fin pour qu'il se dessine en surimpression de tous les autres dessins. Donc là, ça devrait être bon. Voilà. Donc 20, on va peut-être modifier, on va mettre, j'en sais rien, 30. Donc là, on a symbolisé notre axe des X. On va faire pareil avec l'axe des Y. Alors, je vais peut-être, tiens, mettre mon ellipse en stroke, voilà, stroke 0. Avant de dessiner l'ellipse, j'applique la couleur de contour donc à 0 qui est le noir. Et ensuite, ici, donc, je vais appliquer le dessin, enfin la couleur 0, 255, 0 qui correspond donc au vert. Et je vais dessiner mon axe des Y. D'accord. Donc là, pareil, je copie-colle, je fais attention. Donc là, l'origine du repère, bah, c'est 0, 0. OK. Et je vais en 0, ici 30. D'accord. Donc je ne me déplace pas sur X, mais je me déplace par contre sur Y. Donc là, vous voyez que mon repère ici, eh bien, se dessine bien au centre de l'écran. Allez, on va même se dessiner l'origine. Donc on va passer en fil 0. Et on va utiliser donc la fonction texte qu'on avait vue. Donc on va écrire donc texte. On va lui passer donc la chaîne de caractères qu'on veut dessiner, donc O pour origine, et la position donc de cette origine, eh bien c'est 0, 0. On va peut-être ajuster parce que notre O risque d'être voilà. Alors il est en vert. Il est en vert, ce qui est pas normal. Ah oui, donc il prend la couleur de stroke. Normal ça, je sais plus. Et donc là, on a le cercle qui est ici, qui est noir parce que, eh bien, on a appliqué un fil ici qui était noir. Donc ici, on va appliquer un fil de 155. Et ici, donc, on va se mettre en. Alors, je pensais que c'était la fonction fil qui paramétrait le dessin, la couleur des textes. Apparemment, non. Bon, on va essayer. Donc, et stroke 0. On va essayer ça. Donc je vais supprimer le scale parce qu'il pose des problèmes sur la mise à l'échelle et le dessin. Donc je vais mettre en commentaire le scale ici pour l'instant. Ah non, d'accord, il y a un dessin de contour. Ok, donc c'est bien stroke. On va le dessiner, pardon, le texte, on va le dessiner en no stroke et en fil 0. Donc, vous voyez, il se dessine un petit peu, il est posé en fait sur l'axe des X. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le décaler en Y de moins une certaine valeur. On va le décaler de, j'en sais rien, de moins 5 pixels. Pareil, on va le décaler un petit peu sur l'axe des X. Voilà, on va essayer moins 5. Donc ça, voilà, bon, typiquement, ça, on aurait la possibilité de calculer la largeur du texte pour le déplacer de la demi, de sa demi-largeur et pareil de sa hauteur en utilisant donc la taille de fonte. Bon, là, on le fait de manière un petit peu empirique. Donc, je répète, là, l'objectif, là, c'était vraiment de dessiner le repère de dessin en dessinant donc ces deux axes ici. Donc, le premier axe des X, deuxième axe des Y, donc en précisant la couleur de contour. Le problème, c'est que quand je dessine ou en tout cas quand je positionne cette couleur de contour, eh bien, elle va s'appliquer, elle est définie une fois pour toutes pour le sketch. C'est-à-dire que quand il repasse dans la boucle de draw, eh bien, le cercle qu'on va dessiner va prendre en compte donc cette couleur de contour. C'est pour ça que ici, avant de dessiner l'ellipse, j'ai précisé ces options de dessin. Donc un stroke 0, contour noir et un fil de 155, donc contour blanc. OK. Et enfin, ici, bah, tiens, je peux mettre dessin de l'origine. Voilà, dessin de l'origine. OK.
Donc là, pareil, les options de dessin no stroke, donc pas de couleur de contour, enfin, pas de contour. Un texte remplissage noir. Et là, donc un petit offset pour pas dessiner le haut, qu'on ait l'impression qu'il soit posé sur les axes. OK? Donc voilà, on a dessiné les axes et ça symbolise vraiment notre repère de dessin. Donc là, on voit que bien, on dessine l'ellipse vraiment en 0, 0. Donc notre 0 maintenant est au centre de l'écran. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pivoter tout ça. On va faire pivoter tout ça. Et faire pivoter tout ça, eh bien, on va utiliser la fonction qui est définie dans le canvas, enfin, qui est utilisée pour faire pivoter le canvas, qui s'appelle rotate. D'accord? Donc rotate, c'est une fonction qui va prendre un seul paramètre. Alors, je vais revenir sur mon dessin ici. Et rotate, en fait, elle va prendre donc un paramètre qui va être l'angle. Et cet angle-là, alors je vais dessiner d'une autre couleur. Voilà, on va faire. Il va représenter en fait l'angle entre ici l'axe des X donc originel entre guillemets et l'axe des X pivotés, d'accord? C'est-à-dire qu'ici on va l'appeler ici, alors je vais l'appeler alpha pour l'angle. Donc il est orienté, c'est-à-dire qu'il a un sens et ce sens c'est le sens des aiguilles d'une montre dans Processing, d'accord? Donc on pourrait avoir le sens qui est usuel qu'on appelle le sens trigonométrique et qui est inverse aux, euh, aux aiguilles d'une montre. Ici, on est voilà, calé sur les angles positifs. Donc là, alpha va être, par exemple, ici, 40 degrés. Donc c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. De manière assez usuelle, on a deux façons, ou en tout cas deux unités de mesure pour les angles. Il y a les degrés et les radians. Donc les degrés, pour nous, c'est beaucoup plus facile de travailler avec des degrés parce que si je vous dis par exemple 360 degrés, vous allez me dire bah, ça correspond à un tour. 180 degrés, un demi-tour. D'accord? Pour les radians, c'est un petit peu plus compliqué puisque ça fait intervenir donc la constante pi et un tour va correspondre à 2 fois pi. D'accord? Donc 2 fois 3,14. Donc un tour, donc 360 degrés correspond à peu près 6,28 radians. Donc pareil, 180 degrés correspond à pi radian, d'accord? 3,14 radians. Donc on préfère en général, bon, c'est mon cas, mais je préfère travailler avec des degrés. C'est plus facile, voilà, on est plus familier en tout cas de cette unité. Et donc le problème, c'est que par défaut, Processing lui travaille en radian, mais on va pouvoir lui indiquer qu'on souhaiterait, justement pour ces fonctions qui utilisent donc des angles en paramètres, on peut lui dire de travailler en degrés. D'accord? Donc ça, c'est une fonction qu'on va appeler plutôt dans le setup, et c'est une fonction qui va s'appeler angle mode. D'accord? Et angle mode, on va lui passer un mot-clé, donc qui est une hop, qu'on va écrire comme ça. D'accord? Donc ça, c'est une fonction qui prend un seul paramètre, qui est une constante. Donc les constantes, c'est des variables un petit peu spéciales, puisque c'est des variables qui vont pas bouger en fait. Et en général, une convention dans les programmes, c'est de les écrire en majuscules. D'accord? Donc là, ici, vous voyez degrees, ça correspond à une valeur, je pense une valeur entière, qui est stockée quelque part dans la librairie P5JS et qui va correspondre donc à une valeur numérique fixe qu'on va pas pouvoir changer, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas écrire, enfin, on pourrait, mais c'est pas conseillé parce que du coup, ça va créer des perturbations après dans le programme. Mais on pourrait écrire degrees égale quelque chose. Je vous dis ça, mais j'en suis même pas sûr, en fait, qu'on puisse faire des choses comme ça. Bon, en tout cas, voilà. Ici, ça veut dire que on va mesurer nos angles en degrés. Bon, ben, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir utiliser notre fonction de transformation. Donc, vous voyez les transformations, ben, elles sont ici. Donc, j'ai mis en commentaire le scale parce qu'il posait des problèmes justement sur voilà, la mise à l'échelle des fontes. Donc, le scale, en fait, une fois qu'on l'a défini, ben, il s'applique à toutes les fonctions de dessin qui suivent l'appel à cette fonction. Donc, une fois qu'on a fait le translate, ben, on va faire pivoter notre repère. Alors, on va le faire pivoter dans un premier temps. Ben, tiens, donc là, ici, cet angle-là, ici, c'est 90 degrés, donc un quart de tour. Un demi-tour, c'est 180. Un tour complet, c'est 360. Et donc ici, on va le faire pivoter de 45 degrés, qui correspond à peu près enfin pas à peu près, qui correspond exactement
à la moitié de 90. Donc on y va. On va faire un rotate. Voilà, donc ça s'écrit très simplement comme ça. Rotate de 45 degrés. Donc qu'est-ce qui va se produire? Ben, vous allez voir, notre ellipse va pivoter et se dessiner incliné. Donc vous voyez que le repère aussi, ben, en fait, il s'est incliné. Donc l'axe des X par rapport à l'axe des X, on va dire sans rotate, eh bien, ça fait 45 degrés. D'accord? Donc là, on peut essayer des valeurs un petit peu particulières. On va essayer par exemple 90. Vous voyez que 90, alors un petit, un petit truc, enfin un petit tip comme ça, c'est que quand vous faites des rotations de 90 degrés, quelque part, vous inversez en fait la largeur et la hauteur. D'accord? C'est-à-dire que là, on aurait pu dessiner cette ellipse finalement avec une fonction ellipse. Ça aurait été la même que celle-ci, mais si on avait inversé en fait la largeur et la hauteur. D'accord? Donc c'est comme si j'avais fait ellipse 0, 0, 100, 300. Donc ça, c'est des particularités voilà, des rotations de 90 degrés. C'est comme si on faisait une sorte voilà, de permutation en fait des largeurs et des hauteurs. Bon, ben, on va essayer une autre valeur. On va essayer 180 degrés. Vous voyez que 180 degrés, ben, en fait, on a tourné voilà, d'un demi-tour. Alors, la particularité là, c'est que l'axe des X se retrouve allant vers la gauche et l'axe des Y se retrouve allant vers le haut. D'accord? Donc là, par exemple, si on faisait maintenant une ellipse, ah bon, tiens, ben on va le faire. Tiens, on va le faire. Donc si je fais par exemple une ellipse, pour dessiner. Ouais, on va dessiner. Est-ce qu'on dessine une autre ellipse ou on va dessiner. Je réfléchis à ce qu'on dessine. Oui, bon, allez, on va dessiner une autre ellipse. Donc, si je dessine une ellipse dont le x est en 0, ok, je suis là. Mais par contre, si je lui passe un y positif, donc par exemple, on va lui passer 50, et bien 50, en fait, maintenant, on se déplace vers le haut, d'accord? Ce qui n'était plus le cas, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est-à-dire qu'avant, on avait notre repère qui était ici, et on se déplaçait, quand on donnait un y positif, on se déplaçait vers le bas. Maintenant, dans ce repère, on se déplace vraiment vers le haut, d'accord? Parce qu'on a voilà, fait une opération de rotation qui a inversé le sens de nos axes. Donc, on va essayer ça et on va essayer, bah, tiens, on va dessiner 300,100. D'accord? On va dessiner la même ellipse, mais déplacée de 50 vers le haut. D'accord? Donc, vous voyez, j'ai bien ce résultat qui se produit. Et pareil, donc si je dessinais ici, si je décidais de me déplacer sur l'axe des X, ben en fait, un nombre positif me déplacerait donc vers la gauche de l'écran. D'accord? Ok. Donc ça, bah, je vais mettre en commentaire là pour l'instant. C'est simplement pour vous montrer ben voilà, que faire une rotation de 180 inverse les sens d'orientation de l'axe des X et des Y. D'accord? Donc on peut essayer des valeurs un petit peu particulières. Donc 270 degrés, ben, ça va correspondre en fait à 180 degrés plus un quart de tour. Donc on devrait retrouver voilà, notre ellipse de manière perpendiculaire. Donc là, vous voyez par exemple que les axes, ben, l'axe des X devient en quelque sorte l'axe des Y, c'est ce qui est un petit peu particulier, et l'axe des Y ben, devient l'axe des X. D'accord? Donc c'est un petit peu spécial. Et puis ben, on peut essayer la valeur 360. Donc 360 en fait ne va rien faire. Enfin, ne va rien faire. Si ça fait quelque chose, mais visuellement, ça laisse le repère comment dire, en place. D'accord? Donc là, il y a un cas général, c'est que tous les multiples entiers de 360 degrés ben, vont laisser le repère de dessin invariant. D'accord? C'est-à-dire qu'on va, voilà, on peut multiplier ici par 100, ça va rien faire. Donc c'est une particularité voilà, de cette transformation qui laisse le repère donc tel qu'il était si on multiplie, donc, ou en tout cas si on fait des rotates avec des multiples de 360. D'accord? Alors on peut faire aussi, on peut passer un angle négatif, hein. Donc ça, je ne l'ai pas indiqué, mais par exemple, si on fait un rotate de moins quelque chose, ben, au lieu que les angles se déplacent dans le sens des aiguilles d'une montre, ils vont se déplacer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc ça, on peut essayer.
On va essayer, par exemple, moins 10. D'accord. Là, hop, vous avez vu, on change le sens de rotation. On passe voilà, donc du sens aiguille d'une montre à sens trigonométrique, sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord. Bon, alors ça, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va câbler ici. On va essayer tout simplement, ce que j'aime bien faire moi quand je développe comme ça des systèmes graphiques avec P5JS, c'est d'essayer d'intégrer un petit peu d'interactivité. Donc là, ce qu'on va faire de manière très simple, c'est qu'on va dire que l'angle de rotation donc de l'ensemble de nos dessins va être positionné donc ou indexé sur le mouse X. D'accord. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la souris est en 0 ici, donc ça veut dire complètement à gauche, eh bien, je fais un rotate de 0, donc c'est-à-dire pas de rotate. Et puis, plus je vais me déplacer en fait vers la droite, et plus mouse X va augmenter, donc pour aller jusqu'à 500. Donc là, je vais faire une rotation. Donc, quand je vais déplacer ma souris, je vais faire une rotation en fait de 0 jusqu'à 500 degrés. Donc, je vais faire un peu plus c'est 360 plus 140. Donc, ça va faire à peu près un tour et demi. D'accord. Donc, on y va. Et vous voyez que donc là, si je pars de 0, hop, je ne bouge pas. Là, je dois arriver à 90. Là, je suis à 180, à peu près 270. Hop, 360. Et puis là, voilà, je dois être donc à 360 plus 90. Ça doit faire 450 ici. Et puis j'arrive à, hop, voilà, 500. Donc j'ai presque. D'accord. Donc ça, c'est pas mal, ça. Alors, ce qu'on va faire, ce que je vais vous montrer aussi, donc je n'avais pas forcément prévu de le faire, mais je me dis, bon, c'est peut-être le bon moment aussi. Je vais vous montrer en fait comment on va pouvoir grouper des commandes dans ce qu'on appelle une fonction. D'accord. Donc pour l'instant, ce qu'on a fait avec Processing, c'est qu'on a utilisé des commandes qui existaient par défaut dans le dictionnaire un petit peu des mots-clés. Donc on va avoir deux moyens en fait de rajouter des commandes, des méthodes dans Processing. Soit on peut en importer, donc c'est ce qu'on va faire tout à l'heure en important une librairie qui va nous permettre de créer facilement des GIFs animés. Donc ça, on peut importer des librairies. Ça se fait par le biais donc, de l'import dans le fichier HTML ici. Je vous montrerai comment on va faire tout à l'heure. Et on peut définir aussi nos propres commandes. D'accord. Donc ça, c'est pratique quand on veut réutiliser notamment des blocs de code. On veut les réutiliser à différents endroits. Là, par exemple, j'aimerais mettre dans une fonction le dessin du repère. D'accord. Je voudrais placer ça dans une fonction. D'accord. Donc ça, c'est pour simplifier le draw, c'est-à-dire n'avoir plus que le dessin ici, les transformations, le dessin de mon ellipse, et avoir ici une fonction, donc une commande qui nous sera propre, qu'on va appeler, par exemple, je ne sais pas, draw axis, si on reste dans un contexte anglophone. Draw axis qui va nous permettre donc de dessiner, d'appeler cette fonction. Et le fait de définir une fonction, eh bien, Processing, quand on appellera cette fonction, va exécuter toutes les commandes qui sont à l'intérieur de cette fonction. D'accord. Donc, quelle forme ça va prendre? Eh bien, regardez, on va se définir notre propre fonction ici. Donc, comment ça s'écrit? Ça s'écrit en fait comme un gestionnaire. Ça s'écrit vraiment comme un gestionnaire comme on avait vu, mouse pressed, draw setup. Sauf que maintenant, on peut définir donc notre propre mot-clé. Donc là, on a dit qu'on allait définir la méthode drawAxis. Et vous voyez que ça se définit ici comme un repère, comme un bloc de code ici. Donc on a un bloc de code qui va contenir des commandes. D'accord. Donc ça, cette fonction, c'est une fonction qui n'existe pas dans Processing, enfin j'espère, parce que si elle existe, en fait, si vous définissez une fonction qui existe déjà, vous allez avoir une erreur. On peut pas avoir deux gestionnaires ou deux fonctions qui portent le même nom. Ça, c'est pas possible. Donc le nom doit être unique.
Et donc là, je respecte un petit peu le formalisme de processing, qui est que quand on a une fonction qui est composée de plusieurs mots, le premier mot va être écrit avec une minuscule et les mots suivants vont être écrits avec des majuscules. D'accord? Donc c'est ce qu'on a vu, par exemple, oui, par exemple, pour mouse pressed, hein. Donc on avait mouse avec M majuscule et pressed avec P majuscule. Donc ça, c'est une fonction à nous qu'on définit et qu'on va pouvoir ensuite appeler où bon nous semble dans notre code. Donc ce que je vais faire, regardez bien l'opération, c'est que je vais ici prendre toutes ces commandes-là. Voilà, et je vais les couper. Donc vous pouvez utiliser CTRL X ou commande X si vous êtes sur Mac. Et je vais les reporter, donc attention, à l'intérieur des accolades ici. Donc je vais faire un CTRL V. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que j'ai groupé toutes ces commandes, donc le stroke, line, etc. Toutes ces commandes-là, je les ai groupées à l'intérieur d'une commande que je vais pouvoir appeler. D'accord? Donc là, draw axis, ici, quand on va l'appeler, ben, il va exécuter en fait toutes ces commandes. D'accord? C'est-à-dire que ici, je vais hop, écrire quelque chose comme ça. Donc ça, j'ai le droit de l'écrire maintenant. C'est une fonction qui n'existe pas dans Processing.js, enfin, qui n'existait pas avant qu'on la définisse ici. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la définition d'une fonction. Donc ça, cette partie-là s'appelle même la signature de la fonction, c'est-à-dire comment on va finalement, comment on va l'appeler. Ça, c'est ce qu'on appelle le corps de la fonction, d'accord? Ou l'implémentation de la fonction. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand Processing, en fait, une fois qu'il a terminé ça, il va rencontrer ici cette fonction, drawAxis. Qu'est-ce qu'il va faire? Ben, dans un premier temps, il va vérifier qu'elle existe bien. Donc, si elle n'existe pas, vous aurez une erreur qui va vous dire, ben, moi, je sais pas je sais pas quoi en faire, en fait, de ce mot que tu as écrit. Je sais pas, voilà, je sais pas ce qu'il veut dire. Donc, s'il n'existe pas, vous aurez une erreur, voilà, dans la console. Par contre, s'il existe, eh bien, ce qu'il va faire, c'est qu'il va exécuter ici toutes les commandes. Donc, avant de passer à la ligne suivante, c'est comme s'il y avait une sorte de crochet ici qui passait ici. Il exécute tout ça et puis il va revenir au flow au flux de votre pro. D'accord? Donc, si j'exécute ça, ben, vous voyez que ça fonctionne comme avant. Alors, quel est l'intérêt de faire ça? Donc, je vous ai indiqué que l'intérêt de grouper des fonctions, c'est que grouper des commandes, c'est qu'on pouvait rappeler donc ce groupe par le nom de la fonction à différents endroits de notre code. Là, l'avantage aussi, c'est que je peux le mettre en commentaire, d'accord, facilement. Donc, si j'avais voulu faire ça, ben, j'aurais été obligé de mettre en commentaire toutes les lignes, un peu fastidieux. Là, j'ai qu'une seule ligne à mettre en commentaire, d'accord. Donc ça, c'est pas mal. Allez, tiens, tant que j'y suis, on va passer des paramètres à cette fonction. D'accord? Donc là, vous voyez que quasi toutes les fonctions qu'on a utilisées pour l'instant, à part les fonctions de type noStroke et noFill, en fait, acceptent des paramètres. Donc, vous leur passez principalement là, des quantités numériques, donc qui représentent pour nous soit des positions ou soit des dimensions. Et donc, ces quantités numériques, ces valeurs qu'on passe sont interprétées par les fonctions. Donc, par exemple, la fonction ellipse, quand on lui passe 4 paramètres, elle sait que systématiquement, les deux premiers sont la position du centre. Le troisième et quatrième sont la largeur et la hauteur. Eh bien, nous, on va pouvoir aussi accepter, dans notre définition de fonction, on va pouvoir accepter des paramètres. Donc là, ce que je voulais faire, c'était que cette longueur d'axe ici, qu'on a écrit explicitement, eh bien, on le reçoive en tant que paramètre. C'est-à-dire, j'aimerais écrire quelque chose comme drawAxis ici de 30. D'accord? Donc ça voudrait dire, ben, dessine les axes de mon repère avec une longueur de 30 pixels pour l'axe des X et l'axe des Y. Donc c'est ce qu'on va faire. Regardez bien. Ici, on va écrire une variable qui va représenter un petit peu, ou en tout cas qui va stocker pour la fonction la valeur qui est passée en paramètre. D'accord? Donc je vais
l'appeler, par exemple, je vais l'appeler, si on reste, je vais l'appeler lens. Okay. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la fonction drawAxis s'attend à recevoir un paramètre qu'on va utiliser, nous, comme étant lens dans notre fonction. Donc là, si je regarde l'écriture ici, ben, ça veut dire que quand j'appelle cette fonction, je positionne la variable lens à 30 et donc je vais pouvoir utiliser cette variable à l'intérieur de cette fonction. D'accord? Et uniquement à l'intérieur de cette fonction. C'est-à-dire que cette variable-là n'existera pas en dehors donc du code. Hein. Comme on avait fait, on avait déclaré des fonctions, notamment, si vous vous souvenez, pour le chargement d'image, on avait une variable qui correspondait à une image. Pour notre modèle de billes rebondissantes, on avait des variables qui représentaient position et puis vitesse. Là, pareil, c'est une variable qui est décrite ou déclarée seulement à l'intérieur de cette fonction. D'accord. Donc là, on va l'utiliser et on va l'utiliser ici. D'accord. On va utiliser. Donc attention, c'est TH et partout où j'ai 30, je vais l'utiliser. Là, voilà, il faut voir que drawAxis 30, il va appeler toutes les commandes ici, mais en plus, on aura défini une variable ici, lens, qui va valoir 30 et que donc cette variable-là, je vais l'utiliser à l'intérieur donc de cette fonction. Donc si je relance, vous voyez que ça fait exactement pareil. Donc là, l'avantage maintenant de faire ça, c'est que si je passe par exemple 100 ici, vous voyez que mes axes mesurent maintenant 100 pixels de large, de haut. Donc ça, c'est ce qu'on appelle passer un paramètre. On change la signature de la fonction ici, on change sa définition. Elle s'attend à passer un paramètre. Et donc ce paramètre-là, c'est une variable qu'on utilise comme les variables sur lesquelles on a déjà travaillé. Donc c'est des symboles, hein, c'est un mot-clé qui est associé à une valeur. Donc ici une valeur numérique. Mais on peut imaginer des fonctions qui prennent en paramètre des images, qui prennent des structures de données un peu plus complexes. Hein. Voilà. Donc ça c'est pas mal. Alors je vais peut-être mettre une dimension un petit peu plus raisonnable de 50 pixels. Voilà, très bien. Donc ça, c'est ce qu'on appelle définir une fonction. Donc ça va être vraiment définir un mot-clé qui va être associé à un groupe ou un ensemble de commandes, donc délimité par des accolades. Et cette fonction-là, on va pouvoir l'appeler dans notre propre code. Donc là, j'ai fait ça pour simplifier un petit peu l'écriture du draw et avoir le loisir, ou en tout cas le confort de mettre en commentaire en un seul coup le dessin de ces axes. Hein. Donc, voilà. Donc là, je fais ça. Et ce qui me permet d'annuler l'appel à cette fonction que je viens de définir. OK, donc ça, c'est pas mal. On va utiliser maintenant, alors, on va se placer ici. On va peut-être, alors je vais enlever je vais peut-être replier ça. Donc, vous avez la possibilité, alors je peux vous la passer sur le chat, tiens. Vous n'avez pas eu le temps de la recopier, mais je pense que oui. Donc ça, après, alors ces fonctions, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir placer ça. Si on veut réutiliser cette fonction dans un autre code sans la copier-coller, eh bien, on va pouvoir déplacer cette fonction dans ce qu'on appelle une librairie, c'est-à-dire un fichier externe qu'on pourra rappeler ensuite dans tous nos sketchs. Donc ça, c'est un principe un peu de réusabilité ou réutilisation de code. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini une fonction qui est pratique, plutôt que de la dupliquer comme ça, on pourrait ouvrir un sketch et la copier-coller. Eh bien, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la placer dans un fichier et ce fichier va être référencé en fait par qui pourra être référencé par plusieurs sketchs pour être utilisé. Donc, c'est ce qu'on va faire nous tout à l'heure avec la fonction createLoop. C'est une fonction en fait qui est définie dans un fichier, qui masque tout un tas de fonctionnalités complexes. Et à la fin, avec une seule ligne, on va pouvoir exporter un GIF animé à partir de notre canvas. D'accord ?
Donc ça, on pourrait le mettre dans un fichier et l'avoir à disposition ensuite dans notre code pour dessiner les axes. Donc ça peut être pratique en général de dessiner les axes, surtout quand on commence à faire pas mal de transformations. Alors là, on va jouer un petit peu sur les options de dessin. On va simplement, alors je vais éliminer pour l'instant les fonctions que j'ai mis en commentaire, l'ellipse, voilà, pour simplifier un petit peu, pour éclaircir mon sketch. Et le dessin d'ellipse, tiens, on va se mettre en no fill. Ouais, là, simplement dessiner le contour. Voilà. On dessine juste le contour de l'ellipse et plus du tout le contenu. Ok. Alors, ce qui est assez intéressant en fait, en général, avec ici ces rotations, ça va être justement d'accumuler le dessin. Donc là, pour l'instant, on est dans le mode où chaque fois qu'on dessine, avant de dessiner, on va vider le fond de l'écran avec cette fonction-là. Donc, ce qui est intéressant justement avec ces rotations ici, ça va être voilà, on peut le positionner ici à l'intérieur ici de notre fonction setup. Donc ça, avant le démarrage, on dessine le fond de l'écran avec une certaine couleur. Et puis quand on est dans le draw, on va accumuler donc le dessin. D'accord. Donc c'est pas mal. Alors ce qu'on peut faire, c'est que là, vous voyez que ça se remplit assez vite. C'est qu'on peut jouer sur la transparence. Donc vous vous souvenez, on peut utiliser stroke avec deux paramètres. Donc premier paramètre qui va être le niveau de gris avec lequel on va dessiner les contours. Et deuxième paramètre, ça va être un niveau de transparence. Donc il va tenir compte quand il dessine des pixels, ou en tout cas, voilà, il va dessiner cette ellipse, ou en tout cas la forme en tenant compte voilà, de ce qui a été dessiné précédemment, comme si c'était translucide. Donc là, on va pouvoir passer à stroke, par exemple, la valeur. J'en sais rien, pouvoir passer, allez, 50. Ça, c'est 50, toujours, c'est sur une échelle de 0 à 255. Donc 50, on est à peu près à un cinquième de transparence, ça fait à peu près 20%. Donc là, vous voyez, c'est peut-être un peu fort. On va passer à 10. Donc là, ça, c'est pas mal. Donc là, alors, ce qu'on va pouvoir faire peut-être pour améliorer et pour amener un petit peu on va dire, de dissymétrie, ça va être, on va déplacer notre ellipse sur l'axe des X. Alors, qu'est-ce que ça va faire déplacer l'ellipse sur l'axe des X? Au lieu qu'elle pivote par rapport à son centre, on va la faire pivoter ici par un des points qui est à l'intérieur. D'accord? Donc là, je vais la déplacer ici de sa demi-largeur. D'accord? Je vais la déplacer de 150. Donc, ce qui fait que, en fait, elle va pivoter. On va avoir l'impression qu'elle pivote par son point complètement à gauche. On va essayer ça. Là, vous voyez que voilà, elle pivote complètement. C'est un petit peu, peut-être un peu faible. Là, vous voyez, là, donc je l'ai déplacée complètement sur l'axe des X en 150. Et donc, ce qui fait qu'elle voilà, elle pivote. Donc, on pourrait redessiner les axes. Donc là, bon, pareil, ils vont s'accumuler. Mais voilà, vous voyez, donc là, on voit bien le décalage en X. Alors, ce qui pourrait être pas mal, c'est de ne dessiner que lorsque l'utilisateur appuie sur la souris. Donc ça, on l'avait vu, ça va s'écrire comme ça, if, donc mouse is pressed. On va utiliser cette structure de if qui commande un bloc de code. Et donc, je vous rappelle, cette variable-là,
mouse express, c'est une variable un petit peu particulière qu'on appelle des booléens. Et c'est des variables en fait qui peuvent n'accepter que deux valeurs, soit la valeur true, donc la valeur vraie, ou soit la valeur false, donc la valeur faux. Donc là, on dit que si cette variable-là est positionnée à true, donc ce qui veut dire en gros, si l'utilisateur est en train d'appuyer sur un des boutons de la souris, alors j'effectue ces opérations. Donc là, il n'y a qu'une opération, c'est le dessin de l'ellipse, d'accord? Donc ça peut être pas mal, voilà, de dessiner. Donc là, ce qui peut être intéressant aussi, c'est de décaler ici, de ne pas avoir exactement la demi-largeur, mais on peut décaler. Voilà, donc là, vous voyez que le pivot se fait non plus vraiment par rapport au point qui est complètement à gauche de l'ellipse, mais il se fait vraiment par rapport à un point qui est légèrement à l'intérieur. Donc ce qui crée ici ces sortes d'interférences. Alors on peut essayer d'autres valeurs. Alors voilà, donc là ça crée cette esthétique un petit peu là de vraiment de spirographe, hein. Voilà, donc il ne faut pas stagner, sinon vous avez vu, le dessin s'accumule. Donc il dessine les ellipses avec une transparence, mais finalement, le fait de dessiner la même ellipse l'une par-dessus l'autre, eh bien, fait que le dessin devient de plus en plus gris foncé en tendant vers la couleur noire. Donc là, pareil, on peut essayer des valeurs. Je vais essayer par exemple 10. Et donc, ce qui peut être intéressant, vous avez vu là, ça déplace. Qu'est-ce que ça fait si, au lieu de passer une valeur fixe ici, si je passais mouse Y, par exemple. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que mon mouse X va comment dire, paramétrer la rotation donc de mon ellipse, et le mouse Y va positionner le déplacement de cette ellipse. Donc, avec une valeur qui va partir de 0, donc 0, je vais être centré, à 500. D'accord? Donc, 500, je vais être vraiment complètement éloigné. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre mouse Y divisé par je sais pas, 5. D'accord? Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Comme mouse Y va varier entre 0 et 500, mouse Y divisé par 5 va varier entre 0 et 500 divisé par 5, c'est-à-dire 100, ce qui est un peu plus raisonnable. Donc on y va. Donc là, hop, et puis, donc vous voyez que, hop, je déplace. Alors je vais peut-être, tiens, au lieu de diviser par 5, on va diviser, allez, par 2 pour que ce soit carrément plus franc. Donc là, vous voyez que le Y va paramétrer le déplacement. Alors, je ne sais pas si c'est hyper visible. Alors, donc, si vous voulez le voir, on peut réactiver le background pour que ce soit, voilà. Donc là, vous voyez, là, si je me déplace sur l'axe DX, alors je vais peut-être, tiens, dessiner avec un. Donc là, quand je me déplace sur l'axe DX, je fais bien pivoter. OK. Et quand je me déplace sur l'axe des Y, donc si je reste, alors je vais rester en place comme ça, eh bien, je me déplace sur l'axe des X. D'accord? Et comme on l'a vu tout à l'heure, l'axe des X, en fonction de la rotation, des fois il est orienté vers le bas, des fois il est orienté vers la gauche. Et en fait, ce qui fait que j'arrive à me déplacer un petit peu de manière curieuse, comme ça. Donc là, si je suis ici, par exemple, l'axe des X, donc, il va être orienté, je pense, vers la diagonale, en tout cas vers le point en bas à droite, en bas à gauche, pardon. Et donc, si je me déplace ici vers le haut, vous voyez que. Donc là, ce qui crée ces mouvements un petit peu étranges, mais qui sont intéressants. Donc là, je vais me remettre, donc j'élimine background, je me remets en stroke, peut-être, hop, donc 0, pardon, 0,30. Et ici, donc, je vais essayer ça, tiens. Voilà.
Donc là, je me dis peut-être que mon ellipse est trop large, donc je vais peut-être la modifier. Je vais peut-être un peu plus raisonnable. Donc là, vous voyez que ça donne des résultats relativement intéressants. Alors pareil, après, on peut vraiment expérimenter au niveau des fonctionnalités de dessin. Donc là, j'ai pris une ellipse, mais on pourrait, pourquoi pas, essayer un rectangle ou d'autres formes. Ou peut-être même, tiens, on pourrait essayer, je me dis, on pourrait essayer une ligne. Une ligne, ça peut être intéressant. Donc tiens, on va essayer une ligne. On va essayer donc le dessin d'une ligne. Donc qui partirait ici de 0, 0. On va essayer ça simplement. Et qui irait en 100, peut-être en 200,0. D'accord. Donc là, il va dessiner une ligne qui suit on va dessiner une sorte d'étoile, ce qu'on avait fait, assez simplement. Et donc là, ce qu'on va pouvoir faire, alors je sais pas, on va pouvoir câbler ici peut-être le mouse X, mouse Y, tiens. Donc là, on va venir moduler ici, vous voyez, la longueur de notre trait par la position en Y. Donc ce qui est pas mal. Donc là, pareil, on pourrait essayer avec, pourquoi pas, avec des rectangles ou avec tout autre type de dessin pour voir comment ça se comporte voilà, dans ce repère un petit peu pivoté. D'accord? Alors, je voulais vous montrer une fonction avant qu'on continue. Je voulais vous montrer une fonction qu'on va commencer à utiliser aussi parce qu'elle est, vous allez voir, très pratique. Alors, je vais peut-être me remettre, tiens, en dessin ellipse. Donc là, pareil, hein, je vous laisserai expérimenter, mais on peut utiliser un rectangle. On va dessiner un rectangle en 0, 0. Et pareil, on va le moduler par sa longueur par le mouse Y. D'accord? Et on va lui donner une hauteur fixe qui va être, j'en sais rien, par exemple 15. Là, on vient pivoter. Donc ça peut être intéressant aussi, lui, de dessiner le rectangle en moins 50 pour le désaxer un petit peu. Voilà. Et puis après, bien évidemment, on peut faire des compositions de dessins. C'est-à-dire qu'on peut composer rectangle, cercle ou autre courbe, ou on peut même ici dessiner. Donc là, ça fonctionnerait. Dessiner ce qu'on avait fait au début, c'est-à-dire utiliser Begin Shape et passer une liste de vertex, d'accord, pour avoir sa propre forme qui pivote. Alors, la fonction que je voulais vous montrer, c'est la fonction qui s'appelle map. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette fonction map? Eh bien, on va pouvoir faire une règle de 3. Alors, je vais prendre un autre éditeur de texte, enfin de P5JS. Simplement, voilà, pour vous montrer l'utilisation de cette fonction map. Alors, l'objectif pour moi ici, ça va être de dire, ben, en fait, quand on se déplace ici avec la souris, j'aimerais que quand la souris en fait se déplace de gauche à droite, on fasse pile un tour. D'accord? Donc pour l'instant, ici, on a ce rotate en fait, qui fait un rotate de mouse X. Donc si mouse X eh bien, varie de 0 à 500, on va faire un tour, un peu plus d'un tour. On avait dit un tour et demi. D'accord? Donc là, j'aimerais en fait trouver une petite formule qui m'indique que ben, quand mouse X varie de 0 à 500, ben, j'aimerais que l'angle en fait varie de 0 à 360. Donc ça revient à faire une petite règle de 3. Hein. Donc là, ce serait simplement une division. Mais on va pouvoir facilement faire calculer ça automatiquement par processing avec la fonction qui s'appelle map. D'accord?
Donc, je vais vous montrer cette fonction ici, map. Et on va ici, tiens, peut-être l'écrire là. Donc, map, c'est une fonction qui s'écrit comme ça. On va stocker, tiens, dans cette variable, les résultats. Et là, par exemple, je veux, donc c'est une fonction qui va prendre en tout 5 paramètres. Donc, le premier paramètre, alors comment je peux vous expliquer ça simplement? Le premier paramètre, en fait, ça va être la valeur que l'on veut transformer. Donc là, par exemple, on va dire que je veux transformer la valeur 50 qui est entre 0 et 100. Donc là, je connais les bornes de cette valeur. Je dis, ben voilà, la valeur 50, je sais qu'elle varie, enfin en tout cas, je sais qu'elle est entre 0 et 50. Et je veux la repositionner, ou en tout cas, je veux que tu me donnes l'équivalent de cette valeur si elle avait été prise entre 0 et 200. Donc là, pour nous, c'est facile parce que 50, c'est la moitié, c'est au milieu entre 0 et 100. Donc cette valeur transformée 50 qui varie entre 0 et 100, eh bien entre 0 et 200, ça va valoir 100. D'accord? Donc on va faire un console un log de résultat. On devrait avoir ce nombre ici 100. D'accord? Donc ça, c'est le rôle de cette fonction map. On lui passe une valeur, ce premier paramètre. On passe le minimum et le maximum que peut prendre cette valeur. Et on va lui demander de nous trouver le nombre dans un autre intervalle. D'accord? Donc ça refait une sorte de règle de 3. Donc là, par exemple, si je mets 25, donc 25, c'est bien entre 0 et 100. Ça correspond au quart. Donc ici, il va nous prendre le quart entre 0 et 200. D'accord? Donc ce qui va correspondre à 50. D'accord? Donc là, pareil, on peut mettre des bornes un peu plus, on va dire un peu plus exotiques, j'allais dire. Mais par exemple, donc de remapper le nombre 25, en tout cas de repositionner le nombre 25 qui varie entre 0 et 100, de le donner entre 100 et 200, ben en fait, il va prendre vraiment la différence donc, entre 100 et 200 qui fait 100, et il va prendre le quart de cette valeur. D'accord? Donc ça va être ici, on devrait tomber sur 125. D'accord? Donc ça, cette fonction, elle est hyper pratique parce que très souvent, on se retrouve avec des cas où on a une variable qui, typiquement MouseX, qui varie entre 0 et 500. Ça, on n'y peut rien, c'est vraiment la taille de notre canvas. Et puis MouseX, on peut pas intervenir dessus, elle a la valeur qu'elle a. Par contre, en général, on veut calculer MouseX qui va varier entre 0 et la largeur de l'écran. On veut reprojeter cette valeur entre une valeur minimum et une valeur maximum. Donc typiquement pour nous, on aimerait ici que MouseX qui varie donc entre 0 et la largeur de l'écran, eh bien on le transforme en une quantité qui varie entre 0 et 360 degrés. D'accord? Donc ça, on l'écrirait typiquement. Tiens, on va l'écrire là. Je vais vous le montrer. On va créer une variable qui s'appelle angle. Et on va dire qu'on veut remapper donc MouseX, donc une variable qui varie, qui prend les valeurs entre 0 et la largeur de l'écran, entre 0 et width. Donc ça, c'est bien l'intervalle de variation de ma variable. Je peux pas aller en dehors. Et je veux la repositionner entre, j'ai dit, 0 et 360. Donc là, ça transforme MouseX qui varie entre 0 et width, ça le transforme en un nombre que j'ai appelé angle, une variable, entre 0 et 360. D'accord? Tiens, on va se déplacer au centre de l'écran. Je vous le montre ici. Donc width divisé par 2 et height divisé par 2, donc au centre de l'écran. Et on va faire un rotate donc de angle, d'accord? De cette quantité. Donc là, je vais me remettre, tiens, en valeur, en mode, angle mode degrees, ce que j'avais précédemment. Donc, ce qui fait que là, les angles qu'on va passer en rotate doivent être exprimés en unités de degrés. D'accord?
Donc, rotate 360, et puis tiens, on va faire un dessin d'ellipse 0, 0. Et bon, j'en sais rien, comme on a fait tout à l'heure, 200,50. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la rotation, eh bien, quand je vais déplacer ma souris de gauche à droite, eh bien, je suis certain que la rotation se fera un tour, d'accord? Puisque ben, j'ai calculé en fait l'angle en fonction de la position de la souris. Donc j'y vais. Là, hop, au centre de l'écran, j'ai fait un demi-tour. Et vous voyez que, hop, je reviens ici, j'ai fait un tour. Donc ça, par le biais de cette fonction map, donc qui prend 5 paramètres, une valeur à transformer ou à projeter, un minimum et un maximum dans lequel cette valeur évolue, et donc un minimum et maximum dans lequel je veux projeter, ou en tout cas voilà, transformer cette valeur. D'accord? Donc là, on l'a vu tout à l'heure, si je prends un multiple, par exemple 3, ben ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma souris, en fait, en tout cas, la valeur de l'angle va être à la fin, donc quand je serai complètement à droite, sera donc 3 fois 360, ce qui veut dire que j'aurai fait 3 tours. 1, 2, 3. C'est un peu vite, mais un tour, 2 tours à 2 tiers et 3 tours. Okay. Donc ça, c'est une fonction qu'on va, pareil, je vais la réutiliser maintenant un petit peu, je dirais, systématiquement. Voilà, pour calculer des valeurs comme ça, un petit peu voilà, dépendantes de MAUSX pour les injecter dans d'autres fonctions qui attendent des valeurs un petit peu ou des plages de valeurs différentes. OK. Donc ça, c'était pour la fonction map. Je voulais en fait la reporter sur l'autre sketch justement pour effectuer un tour. Alors bon, on peut la garder peut-être, on peut la garder ici. Donc là, pareil, vous pouvez jouer avec les, les dimensions. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai câblé en fait la position X donc, de mon ellipse par rapport au nouveau repère qui est au centre de l'écran puis qui est pivoté. J'ai câblé donc sa position par rapport au mouse X. Donc vous voyez que le mouse X, en fait, il va décaler sur X. Alors pareil, je pourrais avoir ici, donc si si j'enlève le background ici, alors je vais le dessiner ici, en gris. Donc là, vous voyez que plus mouse X se déplace sur l'axe des X, et plus en fait mon ellipse en fait s'éloigne du centre. D'accord? Donc ça, c'est les propriétés d'une spirale, c'est-à-dire qu'on va pivoter et s'éloigner du centre. D'accord? Donc tous les dessins qui sont basés sur une spirale comme ça, en fait, c'est vraiment des dessins qui utilisent cette particularité, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on dessine, on fait pivoter et on s'éloigne du centre. D'accord? Donc c'est exactement ici ce qu'on fait. Donc hop, je m'éloigne du centre et je dessine une spirale. Alors, ce qu'on peut faire, attends, je vais mettre, tiens, peut-être on va se mettre en nos fils ici. Ouais, pas génial. Oui, c'est vrai que j'étais en stroke 0, virgule, j'avais dit, je sais plus, j'étais en 50, je crois. Donc là, pareil, je trouve cette quantité peut-être un peu trop importante ici, mouse X. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la limiter en fait, et je vais utiliser un petit peu la même. Alors peut-être là aussi, le fait de faire 3 tours, c'est peut-être un peu trop. Donc je vais voilà, juste faire un tour. Et là, vous voyez que je m'éloigne assez rapidement du centre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, au lieu de passer mouse X ici, en fait, on va lui passer une valeur qu'on va contraindre dans un intervalle. D'accord? Donc, 0, ça correspond à la valeur
ici de mon ellipse qui est au centre, et on va la décaler d'une certaine quantité, mais qui ne correspond pas à MouseX. Donc on va réutiliser en fait cette fonction map ici, et on va dire par exemple let, on va l'appeler, je sais pas, on va l'appeler x tout bêtement, et on va dire qu'on veut donc déplacer MouseX, donc pareil qui varie entre 0 et width. Bien, on veut qu'elle varie entre 0 et une valeur plus ténue. Donc, par exemple, j'en sais rien, on va la faire varier entre 0 et 50. D'accord? Donc là, j'ai calculé une nouvelle valeur x que je vais ici injecter dans ma fonction ellipse. D'accord? Donc là, je devrais avoir voilà, un décalage qui est beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus restreint autour. Voilà. Alors là, il est même trop petit. Donc, je vais aller le déplacer. J'essaye et vous voyez que à l'extrémité, je me suis décalé de 100 pixels. Là, je reviens, hop, je reviens au centre. Donc là, on a créé presque une espèce de forme de coquillage. Donc là, même, je peux essayer, tiens, de me décaler. Je vais me mettre ici un peu plus léger. Et allez, je vais essayer. Donc là, pareil, en général, moi, quand j'ai des systèmes un petit peu dynamiques et génératifs, bah, je bidouille les valeurs hein, ici. Donc là, hop, je teste. Voilà. Donc là, je suis décalé. Alors, on pourrait jouer aussi sur les dimensions. Donc là, pour l'instant, on a mis des dimensions un petit peu fixes, mais on pourrait aussi avoir des dimensions ici. Donc là, je peux avoir typiquement une dimension qui varie en fonction de mouse Y. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que la largeur donc, de mon ellipse va varier en fonction de la position Y de la souris. Donc, quand je serai en mouse Y, ben, ma dimension vaudra 0. Et quand je serai en mouse Y tout en bas, donc qui correspondra ici à 400, eh bien, je serai donc largeur 400. Donc, voilà, vous voyez, on peut rajouter ici ces degrés d'interaction. Donc, ce qui crée des formes paramétriques voilà, un petit peu évoluées. OK. Alors, ce qui est intéressant avec ces systèmes aussi, c'est d'intégrer la notion de temps, c'est-à-dire que le rotate, on va devoir le câbler en fait on va pouvoir câbler le rotate sur une dimension temporelle. Donc ça, on avait vu notamment le mot-clé, alors je l'aurais écrit ici, qui est frame count. Et frame count, en fait, c'est une variable en fait qui correspond à la valeur, enfin au nombre de fois où on est passé dans le draw. D'accord? Donc au fur et à mesure qu'on va dessiner, on va appeler 60 fois par seconde cette fonction draw. Et, euh, et donc ça, on peut le câbler aussi pour avoir une animation temporelle sur le rotate. Donc ça peut être assez intéressant. Plutôt que d'utiliser le mouse X, on va injecter ici dans le rotate non plus une fonction, une valeur qui va dépendre du mouse X, mais on va intégrer plutôt une valeur qui dépend du temps. D'accord? Donc ça peut être intéressant. Et il se trouve que c'est assez intéressant parce que frame count, comme il varie de 1 à 1, en fait, on va avoir des rotations qui vont évoluer, donc si on l'utilise tel quel, de 1 degré par 1 degré. D'accord? Donc on va pouvoir utiliser ça. Donc, je vous montre. On va pouvoir utiliser donc rotate de frame count. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on démarre, frame count vaut 0, donc rotate 0. Et par contre, au fur et à mesure donc, du temps, ça va valoir 1, 2, 3, 4, 5. Donc on va parcourir un tour en 360 dessins. Donc ce qui correspond à, ça va être 360 divisé par 60, à peu près 6 secondes. Donc on va faire un tour en 6 secondes. Voilà. Donc
Donc ça peut être assez joli, voilà, si on câble aussi sur la variable temps. Des choses assez chouettes qui se produisent. D'accord? Donc ça, on pourrait le sauver. Et pareil, ben, au lieu d'utiliser frame count, on peut utiliser ici, alors plutôt que d'utiliser un map, on peut utiliser un multiplicateur. Donc vous avez vu, ça peut jouer sur la vitesse. Donc là, si on veut aller 2 fois plus vite, donc là, on va se déplacer de 2 degrés en 2 degrés. Donc là, on va plus vite. Donc vous voyez qu'il dessine. Voilà, il dessine donc par pas de 2 degrés. Donc on peut essayer multiplier par 5. Voilà. Donc là, en gros, on va de 5 degrés en 5 degrés, donc ce qui est peut-être pas mal aussi, d'ailleurs. Ouais, j'aimais bien le côté un peu soyeux là, de ce dessin-là. Alors pareil, on pourrait ne dessiner. Donc là, pareil, là, on commence à avoir pas mal de fonctionnalités, à disposition. Donc là, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est qu'on ne peut dessiner que si l'utilisateur est en train d'appuyer sur la souris. D'accord? Donc ça peut être assez intéressant aussi, parce que là, on va avoir le rotate qui évolue, donc notre repère qui tourne, et quand on dessine, voilà, on peut dessiner que par bloc. D'accord? Avec donc un diamètre qui dépend, oui, c'est le diamètre qui dépend de Mouse X. Donc ça peut donner des dessins génératifs assez intéressants. Oui, je vous ai pas dit par contre, je devrais arrêter tout à l'heure le cours vers 10h, 10h10. Voilà, j'ai une petite course à faire avant de prendre les L3. Donc je ferai un petit peu plus long la semaine prochaine. OK. Alors, je voulais vous montrer, donc ça crée des choses intéressantes. Donc, on pourrait implémenter ici la sauvegarde de l'image, comme on avait fait précédemment. Donc, on pourrait dire, par exemple, lorsque l'utilisateur de la souris, l'utilisateur de la souris, lorsque l'utilisateur de notre sketch va cliquer sur une touche du clavier ou sur une touche de la souris, eh bien, voilà, on peut faire une capture d'écran. Donc ça, vous vous souvenez, on faisait ça avec la fonction save. Là, je vais vous montrer voilà, comment on peut sauvegarder un GIF animé de ce qu'on est en train de réaliser. D'accord? Donc, il va créer une séquence d'images directement dans votre navigateur à l'aide d'une fonction qui s'appelle Create Loop. Et pour cela, on va être obligé d'importer cette fonctionnalité. Et cette importation, en fait, va se faire à travers donc, un fichier externe qu'on va rajouter ici dans la liste des fichiers. Donc, je ne sais plus si je vous l'avais montré, mais votre projet processing, en fait, il est constitué de plusieurs fichiers qui sont donc index.html, qui correspond en fait à la description de la page web. Alors, je vais essayer, pardon, je vais essayer de me mettre ici, voilà, pour qu'on ait tout qui soit bien aligné. Voilà. Donc, on va avoir ici eh bien, l'import de fichiers qui correspondent en fait aux fichiers qui sont utilisés dans notre sketch processing.js. Donc, vous voyez que notamment, on a ce fichier-là, p5.js, et qui est importé donc depuis ce serveur. Et on a aussi cette fonctionnalité ici, P5, ou en tout cas cette librairie, p5.sound.min.js, qui correspond en fait à toutes les fonctionnalités de création et d'analyse de son, d'accord, dans le processing. Bon. Par défaut, on a ça dans le sketch. Dès que vous créez un nouveau sketch, vous avez par défaut donc ce fichier HTML qui correspond donc à l'affichage, à la page web qui est affichée ici dans la partie droite. Ici, donc, on a le sketch, donc notre fichier sketch.js. Et ici, donc, on a un fichier .css qui correspond à la mise en forme de notre page web. Hein. Donc, une page web, en fait, aujourd'hui,
On a une description des différents blocs qu'on affiche sur notre page. Donc, ça peut être des blocs texte, des blocs images. Ici, un bloc Canvas. Et on peut le mettre en forme par ce qu'on appelle donc des fichiers de type CSS. Bon. Ça, on le verra. Ça, je l'ai vu plus en détail avec les L3. On le verra. Et puis, je revois ça aussi en master design, un peu plus en détail, pour pouvoir après composer comme ça, composer des pages. Bon, c'est pas l'objet pour l'instant aujourd'hui de ce cours-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer ici des nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On peut se définir nos propres fonctions et puis les mettre dans un fichier externe qu'on va importer pour qu'il soit à disposition comme ça dans plusieurs sketchs. Et là, on va importer un sketch qui correspond à la fonction create loop qui va nous permettre de créer des GIFs animés. Alors, je me souviens plus, excusez-moi, je n'ai pas copié-collé l'adresse quelque part, mais je vais la récupérer donc sur un autre sketch. Hop, j'aurais pu le préparer, le mettre de côté. Alors, où est-ce que je vais récupérer ça? Je pense que je vais le récupérer là. Voilà, donc je vais vous passer en fait ce qu'on appelle ici un tag script qui va indiquer en fait au navigateur qu'on veut importer ces fonctionnalités-là. D'accord? Donc je vais vous le passer, je vais vous le copier dans le chat, ici. Hop. Voilà, ici. Donc ce bloc de code-là, vous allez le récupérer et vous allez ici, donc vous positionnez par exemple à la fin de cette ligne-là et vous allez la dupliquer ici, d'accord, de sorte à avoir, voilà, vous voyez, une sorte de répétition ici de balise tag, de balise script, pardon. D'accord. Donc là, ça veut dire qu'on importe 3 fichiers dans notre page web. On importe à la fois P5.js, donc ce qui correspond aux fonctionnalités de son P5 sans JS, et on utilise ici, et on importe, pardon, une librairie qui s'appelle P5 Create Loop.js. Okay. Donc ça, ces librairies-là, je l'ai pas trouvé par hasard, mais vous avez sur le site P5.js un ensemble de librairies. Donc, c'est des fonctionnalités qui ne sont pas par défaut dans P5.js. Et ça, vous pouvez le trouver ici. Alors, si vous allez sur le site de P5.js, vous avez ici un onglet qui s'appelle Librairie. Et vous allez avoir ici un ensemble de librairies qui correspondent à des fonctionnalités souvent très, très particulières, voilà, qui ne sont pas par défaut dans P5.js, mais qu'on peut importer. Donc là, vous avez tout ce qui concerne, alors je ne les connais pas forcément très bien, mais tout ce qui concerne, voilà, ça je l'avais utilisé avec les master design au semestre précédent, tout ce qui concerne la cartographie, tout ce qui est intelligence artificielle, voilà, j'ai travaillé pas mal avec les masters aussi sur cette partie-là. Donc sachez que voilà, c'est ce qu'on avait utilisé, oui, pardon, je vous parle de ça, mais on avait utilisé ML5JS quand on a fait, non, pardon, non, c'était avec les L3, pardon. Voilà. Donc ça, ML5JS, c'est une librairie qui correspond à tout ce qui est machine learning, donc tout ce qui est algorithme d'intelligence, d'apprentissage automatique, d'intelligence artificielle dans le navigateur. Donc sachez que c'est relativement simple aujourd'hui avec P5JS d'importer des fonctionnalités qui concernent par exemple tout ce qui est classification d'images. Donc, vous passez une image voilà, à cette librairie et elle va essayer de reconnaître en fait ce qu'il y a sur l'image. Voilà. Donc, il y a tout ce qui est aussi PostNet. Donc, ça, c'est intéressant parce que PostNet, c'est vous lui passez pareil une image et il va essayer de détecter en fait sur cette image s'il y a la présence d'un corps humain. Et si c'est le cas, il va essayer de trouver une espèce de, alors, je ne sais pas si on voit très bien ici sur l'image, de squelette. Voilà. Vous avez tout ce qui, voilà, hand pose. Donc là, pareil, détection de présence d'une main et détection de ce qu'on appelle des features, c'est-à-dire des points un petit peu reconnaissables. Tout ce qui est détection de visage, voilà. Donc ça, c'est ultra standard maintenant. Voilà. Donc ça fait partie des librairies de P5.js. Donc rajouter des fonctionnalités à votre environnement et que vous pouvez utiliser donc en appelant des fonctionnalités particulières. Donc très souvent, sur ces librairies-là, il faut aller voir la documentation qui n'est pas standardisée comme la documentation sur P5.js qu'on retrouve ici
sur la référence. Donc ça, c'est en général, quand on utilise des librairies, c'est un petit peu la difficulté, c'est-à-dire il faut aller après, soit voir des exemples, ou soit aller dans la documentation, mais qui n'est pas encore voilà, standardisée. Donc c'est ce qui n'est pas évident. Bon, en tout cas, pour ce qui nous concerne, nous, vous allez voir, c'est très simple, on a juste une fonction à appeler, et on va pouvoir créer un GIF animé assez simplement. Alors, donc, on a importé notre librairie. Donc, si tout se passe bien quand on importe des librairies, ben, la première chose à faire, c'est de tester. Voilà. Tester si ça ne casse pas notre sketch. Donc, ça ne casse pas notre sketch. Et donc, vous voyez que normalement, ici, vous affiche un problème. Oui, enfin, une erreur. Enfin, ce n'est pas vraiment une erreur, mais c'est plutôt une information où il vous indique, bon, voilà, un message que j'ai pas réussi à, comment dire, à éliminer ce message. Mais en tout cas, ça impacte pas sur le fonctionnement de notre sketch. OK. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que dès qu'on va démarrer en fait le sketch, eh bien, on va créer en fait une boucle. Donc ça va se faire par le biais. Oula, qu'est-ce qui se passe dans mon éditeur? C'est bizarre. Par le biais de la fonction createLoop. D'accord? Donc createLoop, c'est une fonction qui va prendre évidemment des paramètres qui vont correspondre donc à eh bien, la fonctionnalité, ou en tout cas à l'export GIF. Donc on va lui passer notamment eh bien, combien de temps on veut exporter notre GIF. Donc si on veut faire un GIF de, j'en sais rien, de 3 secondes, de 10 secondes, on va lui passer aussi un paramètre. Alors ça, je pense qu'on peut lui passer de nombre d'images par seconde. C'est-à-dire si on veut créer un GIF qui a 5 images par seconde, donc un petit peu saccadé, bien, on va pouvoir le faire. Et donc ça va jouer sur la taille vraiment de notre GIF animé. Donc plus on va passer, plus ça va être long, et plus on va lui passer un framerate, donc un nombre d'images par seconde qui va être important, et plus le GIF résultant sera lourd en termes de kilooctets. OK. Donc pour terminer ça, eh bien, on va utiliser cette fonction. Alors je regarde un exemple parce que je ne me souviens plus exactement de la syntaxe. Tac, tac, tac. Voilà. Donc on va lui passer ici une create loop. Alors on va passer en paramètres. Alors on ne va pas passer des nombres en paramètres, mais on va passer ici ce qu'on appelle un objet. Alors c'est une écriture un petit peu spéciale. Je ne rentre pas dans les détails comment dire, de cette implémentation. Mais ici, on peut passer en gros des clés-valeurs par cette écriture. Donc ici, vous ouvrez, donc entre parenthèses, vous ouvrez des accolades, et on va lui passer des clés-valeurs. Donc ça va s'écrire comme ça. Donc, duration, par exemple, 5 secondes. Donc ça va être la durée de notre GIF en secondes. Et on va lui passer ici, donc frames. Alors, est-ce que c'est la peine on va essayer juste comme ça, tiens. Je n'ai pas essayé comme ça, cette écriture simple comme ça. Je vous la passe si vous voulez, hop, dans le chat. Et ça, normalement, alors, je vais essayer parce que j'ai pas essayé en fait avec cette écriture, mais je pense que ça devrait fonctionner. Donc là, ce qu'il va faire, c'est que vous allez voir, en fait, il va créer un GIF animé dès qu'on démarre le programme. Donc ça veut dire que toutes les images qui vont être produites, elles vont être sauvées à l'intérieur d'un fichier GIF. Et quand il arrive à la fin de ce fichier GIF, c'est-à-dire au bout des 5 secondes, eh bien, il va créer ce fichier. Normalement, il va l'afficher ici. Donc, vous allez voir ici des informations s'afficher sur votre console, comme quoi, en fait, il est en train de fabriquer le GIF. Donc, c'est une opération qui prend un petit peu de temps. C'est quelque chose qui n'est pas immédiat. Et que vous allez voir, alors, je vais essayer. Donc, je vais peut-être mettre ici, au lieu de 5 secondes, je vais mettre 1 seconde. Hop, et on va essayer. Donc, vous voyez, il a écrit sur la console qui crée un GIF à 60 fps et normalement, il aurait dû l'ouvrir. Alors, c'est là où j'ai un doute. C'est que je pense qu'il va falloir lui passer d'autres paramètres. Alors, je pense que va lui passer ici une autre option qui est
Open. Je vais vous passer cette écriture. Alors, il faut une virgule ici. Voilà, c'était ça. Voilà. Il faut ça. Et hop, voilà. Donc, il vous l'ouvre directement dans une autre page. Donc là, comme ça dure qu'une seconde, eh ben, c'est voilà, c'est très rapide. Et donc, on va remettre 5 secondes ici. Donc, je vais vous passer le code. Donc là, mince, ouais, j'aurais peut-être dû. Voilà. Donc, render in GIF. Et normalement, il l'ouvre, voilà, il l'ouvre dans une autre fenêtre. Donc, c'est une opération qui prend un petit peu de temps, hein, puisqu'il faut calculer voilà, le fichier et le créer. Donc, vous pouvez mettre ça ici. Et vous voyez que le fichier apparaît ici. Donc ça, vous allez pouvoir en fait le prendre dans votre navigateur, c'est-à-dire le glisser-déposer sur votre bureau, et c'est un GIF animé que vous pouvez utiliser sur des pages web. Donc là, vous avez, une fois qu'il a fait le rendu, donc du GIF, vous voyez qu'il y a des informations qui s'affichent, notamment sur le temps de calcul, render time. Donc, il a mis 11 secondes et 7 dixièmes à calculer l'image. Et vous avez surtout cette information-là qui vous indique la taille en kilo-octets. Donc là, si je divise par 1000, j'ai mon fichier en fait qui fait 4 mégaoctets. Donc, plus on va augmenter la durée, et plus ce fichier va devenir important en taille. D'accord ? Voilà. Donc après, il y aurait des stratégies pour créer ce fichier GIF, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le créer au démarrage. On peut se dire, par exemple, si l'utilisateur appuie sur la touche, j'en sais rien, S ou G du clavier, alors on démarre la création de la boucle. D'accord ? Donc ça, ce serait quelque chose de tout à fait faisable. Bon, je vais devoir, je suis vraiment navré, je vais devoir arrêter ce TD-là. Donc, il nous manquera 20 minutes qu'on récupérera sur notre TD, soit en commençant plus tôt ou en finissant un petit peu plus tard. Donc, je vais passer cette vidéo en ligne tout à l'heure, donc comme d'habitude, le lundi en fin d'après-midi. Voilà, donc ce qu'il faut bien retenir là pour ce TD-là, c'est les fonctions de transformation. Donc vous avez vu, on a déplacé le repère de dessin grâce à la fonction translate et on l'a fait pivoter grâce à la fonction rotate. Rotate qui s'attend à prendre un angle en radian, mais qu'on a pu passer en degrés grâce à la fonction angle mode. Et enfin, on a vu donc cette fonction qu'on réutilisera pareil au cours de ce TD, la fonction map, donc qui permet de prendre une valeur qui est positionnée entre un minimum et un maximum et de la projeter dans un autre intervalle. D'accord ? Donc là, on s'en est servi typiquement pour reprojeter MouseX qui varie entre 0 et 8 et le faire varier entre 0 et un multiple de 360 pour la rotation. D'accord ? Et donc voilà, Create Loop, qui, vous avez vu, c'est très simple dans P5JS avec cette librairie, de créer un GIF animé. Donc ça, je répète, ça se fait voilà, en important donc, les fonctionnalités par cette balise script. Donc on importe vraiment des fonctions qu'on a définies, qui ont été définies par des utilisateurs, et on peut les utiliser ensuite dans le code ici. Donc là, on a utilisé la fonction create loop qui prend en paramètre donc là une écriture un petit peu spéciale qui permet comme ça de passer des clés valeurs, c'est-à-dire en gros une variable et une valeur, d'accord, plutôt que de passer des valeurs directement. C'est quelque chose qui est assez standard en JavaScript de passer comme ça des objets qui sont composés de clés valeurs. OK. Je vous souhaite un bon lundi. Je mets tout ça. Je vous donnerai un exercice à faire pour lundi prochain qui va concerner plutôt les boucles. Donc l'idée, ce sera je vais vous mettre la consigne tout à l'heure, ce sera de créer 4 motifs dans le sketch qu'on a vu la semaine précédente, d'accord, avec voilà, avec le pavage de plan avec des motifs aléatoires. Donc, je vous mets les instructions sur le GitHub et je vous envoie un petit mail, je pense, en fin d'après-midi. Voilà, je vous dis à lundi prochain et bonne journée. Merci à vous aussi. Bonne journée, merci. Au revoir, merci.